Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a un an, le 25 mars 2024, sortait ma toute première vidéo YouTube. Alors pour fêter ça avec vous, je vous ai demandé sur Instagram de me poser plein de petites questions livresques autour de la littérature, autour d'Instagram, de YouTube, etc. Et j'ai donc décidé de répondre à ces questions en vidéo pour les 1 an de la chaîne dans une FAQ spéciale. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous installer bien confortablement, de vous prévoir une petite boisson chaude parce que je pense qu'on va passer un certain petit temps ensemble. Et donc si vous êtes prêts, eh bien c'est parti pour cette FAQ spéciale 1 an de ma chaîne YouTube. Alors la première question est, te rappelles-tu du premier livre que tu as lu dans ta vie ? Eh bien non, pas vraiment. En fait, je me rappelle pas du tout du premier livre que j'ai lu. Je sais que quand j'étais petite, j'étais extrêmement fan de ce livre-ci qui est Épithépate à 4 pattes. Qui, pour le petit résumé, montre le monde en fait d'une maison vue par un petit enfant qui a 4 pattes et qui se balade dans la maison. Je sais que j'étais extrêmement fan de ce livre-là. Maintenant, est-ce que c'est le premier livre que j'ai lu ? Je n'en ai aucune idée. En revanche, pour vous parler d'autres livres que je kiffais quand j'étais petite, j'avais également celui-là, donc qui se présente sous un emballage d'hamburger. C'est un hamburger pas comme les autres. Et celui-là, je sais que je le kiffais aussi. Parce qu'en fait, donc, le livre se présente comme cela. Et à l'intérieur, donc il y a bien évidemment la petite histoire, où en fait ce sont deux enfants qui en ont marre que leur burger soit à chaque fois mangé par un étranger. Et donc pour lui jouer une mauvaise blague, pour bien lui apprendre à ne pas piquer le burger des autres, ils vont faire un burger complètement dégueulasse avec de la mousse, des éponges, de pâté pour chien, du shampoing, etc. Et ils vont à chaque fois glisser à l'intérieur des petits insectes ou des escargots, araignées, voilà. Et en fait, ce que j'adorais dans ce livre-là, c'était justement tous ces pop-up. Là, je sais qu'il y a des vers de terre à l'intérieur qui sortent du fromage, qui n'est pas du fromage, mais du savon, dans lequel ils ont fait des trous. Voilà, là je sais que quand on va ouvrir, attention, il y a un cafard qui sort, il y a une araignée aussi, il y a toujours des lombrics, enfin bref, c'était un livre que j'adorais quand j'étais petite. Et je sais que celui-là, je le lisais beaucoup également. Mais sinon, au niveau, si on parle de livres sans images, sans illustration, de livres version classique pour adultes, là, bien évidemment, je me souviens très très bien du premier livre que j'ai lu, parce que c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc là, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le résumé, mais je me souviens qu'en fait, il était sorti au cinéma, donc le film avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, etc. Et j'avais adoré le film. Et quand mes parents et moi-même avons su que c'était adapté d'un livre, eh bien j'ai reçu les 4 premiers livres pour Noël, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est donc le premier livre sans images, il n'y a pas d'image à l'intérieur. Le premier livre sans images que j'ai lu, j'avais 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, en tout cas, je m'en souviens très très bien. C'est le premier livre sans images que j'ai lu de ma vie. Et sinon, pour le tout premier livre, ça, j'avoue, je ne sais pas. Mais bon, voilà, je pense que j'étais un petit peu trop peut-être. La deuxième question est, gardes-tu tous tes livres ? Alors, fut un temps, oui, je les gardais tous. J'avoue que quand j'achète quelque chose, très souvent, j'ai tendance en fait à collectionner et à accumuler mes achats. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de mal de me séparer de mes livres, même si c'était un livre que je n'avais pas aimé ou que j'avais abandonné. Mais malheureusement, je ne peux pas repousser les murs de mon appartement et je ne vis pas encore dans un château énorme. Et donc, pour avoir de la place pour les livres en tout cas que j'ai aimés, eh bien oui, depuis quelques années maintenant, je dirais depuis bien 2 ans, je commence, même un peu plus en fait, je commence à me séparer des livres, principalement des livres dont je n'ai pas aimé l'histoire, ou bien dont je ne me rappelle plus de l'histoire, mais que je sais que c'était pas terrible, ou alors tout simplement des livres que j'ai abandonnés.
Voilà, donc maintenant je les enlève de ma bibliothèque. Alors pour l'instant ils sont principalement stockés dans ma cave parce qu'en fait je l'ai déjà évoqué en vidéo, mais le secteur du livre de seconde main ici au Luxembourg n'est pas très développé. Alors entre-temps, entre la dernière fois que je vous en ai parlé et maintenant, j'ai eu quelques petits tips pour du seconde main au Luxembourg. On a notamment une institution qui s'appelle Bicher quelque chose, je ne sais plus quoi, qui reprend également des livres dans le but de les revendre. Et également ici dans ma petite ville, il y a dans le parc apparemment une boîte à livres, donc je vais pouvoir peut-être me débarrasser des livres que je n'ai plus envie d'avoir chez moi dans cette boîte à livres pour qu'ils trouvent un nouveau propriétaire et qu'ils fassent le bonheur d'une autre famille. Mais voilà, donc non, je ne garde pas tous mes livres lus malheureusement. J'aimerais bien avoir la place pour avoir une énorme bibliothèque, mais voilà, non. Je ne les garde plus. La troisième question est quel auteur mort et vivant aimerais-tu rencontrer? Alors pour l'auteur vivant, je pense que si vous me suivez sur cette chaîne assidûment, vous savez que j'ai un auteur préféré, c'est Donato Carisi, c'est un auteur italien. Je ne l'ai pas encore rencontré et ce serait véritablement un énorme rêve pour moi de le rencontrer. Je sais qu'il était à la Foire du Livre de Paris en 2023, malheureusement je n'ai pas pu me rendre à la Foire du Livre de Paris. Et en fait, j'avoue que je guette un petit peu sa venue en Europe. C'est vraiment un auteur que je rêverais de voir en vrai, de rencontrer, d'échanger quelques minutes avec lui. Et également d'avoir une petite photo souvenir. Voilà, voilà. Ce serait véritablement un immense rêve pour moi de rencontrer Donato Carisi et notamment de lui parler de ses inspirations et voilà, d'échanger vraiment, ne fût-ce que 2 minutes avec lui, hein, pas grand-chose. J'aimerais bien me lancer bien évidemment dans une conversation énorme qui durerait toute une soirée pour reparler de, voilà, comme je l'ai dit, de ses inspirations, également de son processus d'écriture, voilà, de tout ce qu'il... Bref, pour parler de ses écrits quoi, mais même si je pouvais échanger avec lui 1 ou 2 minutes, ce serait déjà trop bien. Et je sais très bien qu'avec le stress et la pression de la rencontre, je ne vais pas savoir aligner 2 mots en anglais, même en français, je vais peut-être potentiellement bégayer, donc je pense que l'échange ne durera de toute manière pas plus longtemps que 2 minutes, hein. Ça c'est sûr. Et sinon, au niveau des auteurs morts, je pense que celui qui sort du lot, je sais qu'il y en a plein que j'aimerais bien rencontrer, mais si je ne devais en choisir qu'un, pour moi ce serait Oscar Wilde. C'est un auteur que j'aime beaucoup depuis très longtemps, depuis ma petite adolescence. Je pense que j'ai commencé à découvrir Oscar Wilde, c'est après en fait le deuxième, les Chroniques de Narnia, Le Prince Caspian, qui était sorti au cinéma avec Ben Barnes. Et en fait, j'avais eu un petit crush, on va dire, sur l'acteur de Ben Barnes. Et j'avais décidé de regarder toute sa filmographie et j'étais tombée sur le film Le Portrait de Dorian Gray, qui avait été une énorme révélation pour moi. Et j'ai découvert Oscar Wilde grâce à ce film parce que j'ai appris que le film était tiré d'un livre, Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, et j'ai commencé à m'intéresser à cet auteur comme cela. Et puis j'ai découvert en fait un auteur extrêmement sensible, mais qui a eu une vie aussi qui n'était pas évidente, hein. C'est un auteur homosexuel qui a été enfermé, qui a fait de la prison, qui fait partie, je pense c'est de l'aristocratie anglaise, ou en tout cas de la haute, peut-être pas l'aristocratie, mais en tout cas la noblesse ou la bourgeoisie. Et je trouve que c'est un personnage qui est très ambivalent, très ambigu, mais également très intéressant, et je pense que j'aurais bien aimé échanger avec lui pour toute sa sensibilité justement autour du monde, etc. Voilà, donc je choisirais comme auteur mort à rencontrer Oscar Wilde pour également voilà, pouvoir discuter un petit peu plus avec lui. Et voilà. Donc Donato Carisi pour l'auteur vivant et Oscar Wilde pour l'auteur mort. La 4e question est à quel moment as-tu décidé de sauter les pas sur les réseaux et pourquoi? Alors sur Instagram, j'ai décidé de sauter le pas en 2021. J'ai posté ma première publication le 5 février 2021. Et pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram autour de la lecture? Eh bien tout simplement parce que dans mon entourage, je n'avais pas de personnes en fait avec qui discuter de lecture et de littérature. Et en fait, grâce au Covid, j'ai remarqué que la lecture était vraiment une chose essentielle pour mon quotidien.
que j'aimais bien lire quotidiennement, que c'était vraiment voilà mon hobby préféré. Et j'ai découvert plein de comptes Bookstagram et également de comptes Booktube lors des confinements. Et petit à petit, je remarquais que ce monde en fait littéraire sur les réseaux me plaisait énormément. J'adorais écouter des vidéos, j'adorais lire des posts et je suivais donc des bookstagrammeuses depuis mon compte Instagram privé. Et puis un beau jour, je me suis dit putain, en regardant les échanges en fait avec voilà, dans les commentaires ou même les échanges privés que je pouvais avoir avec ces personnes, je trouvais que c'était vraiment très enrichissant, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément, qui m'apportait quotidiennement du plaisir, je pouvais voilà, ouvrir mon champ des réflexions, voilà, de discuter en fait d'un amour commun pour la littérature, pour les thrillers, la lecture classique, etc. Et ça me faisait vraiment du bien, voilà, d'échanger quotidiennement autour de cela. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas lancer mon propre compte, en fait, Instagram. J'ai cogité pendant plusieurs mois. Parce qu'en fait, je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus, en fait, que ce qui est déjà présenté sur les réseaux? Pourquoi est-ce qu'on me suivrait moi, hein, la petite Noémie, voilà. Qu'est-ce que je pourrais apporter d'intéressant à la plateforme? Et donc, j'ai un peu, voilà, traîné le pas en disant, non, mais c'est pas fait pour moi, ça sert à rien, etc. Et puis un beau jour, je me suis dit, ouais, il serait peut-être temps de te lancer. J'avais une de mes amies qui s'était lancée sur Bookstagram. Elle avait l'air de kiffer et donc je me suis dit, bon allez, pourquoi pas moi aussi me lancer. Et puis au pire, ça marche pas. Et puis enfin, pour moi, déjà, si je pouvais avoir au moins 5 abonnés et échanger avec 5 personnes quotidiennement, ça m'aurait déjà fait plaisir. Donc du coup, je me suis dit, bon voilà, t'es pas là pour avoir des millions d'abonnés, t'es juste là pour parler littérature et discuter avec des gens qui n'habitent pas dans ta région. Et donc, je me suis lancée. Et voilà, maintenant, 4 ans plus tard, j'ai quand même une chouette communauté qui grandit de jour en jour. Et c'est super chouette. Et franchement, je ne regrette pas une seule seconde de m'être lancée sur Instagram. C'est vraiment une plateforme hyper chouette. On rencontre de chouettes personnes. On discute, voilà, je discute quotidiennement avec plein de gens. C'est chouette en fait d'avoir ces échanges. Et je m'épanouis vraiment en fait sur Instagram pour parler de lecture. Et ce que Instagram m'apporte également, que j'avais déjà remarqué ça quand j'étais juste spectatrice ou en tout cas followeuse et non pas influenceuse, c'est qu'en fait ça m'a permis d'aller vers d'autres genres littéraires vers lesquels je ne pensais jamais aller, de découvrir des auteurs, de découvrir des livres, voilà, vraiment d'ouvrir en fait mon champ des possibles littérairement parlant et voilà, et je suis vraiment trop contente en fait d'avoir sauté le pas sur Instagram. Et sinon sur YouTube, j'y suis depuis, donc je vous l'ai dit en introduction, le 25 mars 2024. Et pareil, en fait sur YouTube, ça me trottait dans la tête depuis très longtemps, je pense, depuis l'ouverture de mon compte Instagram. Parce qu'en fait, moi je suis une pipelette. Voilà, je pense que vous le savez, hein, si vous me suivez sur ce compte. En tout cas sur cette chaîne YouTube surtout. J'adore parler, j'ai fait du théâtre quand j'étais petite, enfin voilà, c'est mon moyen de communication préféré. Je suis moins douée à l'écrit qu'à l'oral. Et c'est vrai que sur Instagram, en fait, donc on a la chronique écrite, mais qui ne nous laisse pas non plus l'occasion d'écrire des grands textes et des envolées littéraires, hein. On est quand même vachement limité pour parler d'un bouquin. Et pareil en story, c'est pas très très long les stories, je pense maintenant ça dure 1 minute. Et voilà, j'avais envie en fait de donner plus, de présenter plus de choses, d'aller un peu plus en profondeur dans mes avis lecture. Et je trouve aussi que parfois les avis passent mieux à l'oral qu'à l'écrit, parce qu'on a parfois du mal à mettre des mots justes sur une sensation. Et au moins en caméra on peut faire des petites grimaces, on peut faire des petits gestes, des petites moues comme ça qui veulent tout dire, et pour être sûr de bien être comprise par notre public. Et voilà, et donc je m'étais dit qu'en fait, le fait d'avoir une chaîne YouTube, ce serait un très très bon complément sur Instagram. Enfin, un très bon complément par rapport à Instagram, parce que du coup Instagram, on va straight to the point, on va véritablement à l'essentiel, on va dire les choses de manière assez résumée, et sur YouTube on peut prendre un peu plus son temps. Et également YouTube permet de faire des formats que Instagram ne permettent pas, parce que je sais très bien que, en parlant notamment avec mes copines, hein, quand on écrit un très grand avis lecture et qu'on continue cet avis lecture dans les commentaires, très souvent, les gens ne vont pas lire la suite dans le commentaire. Également, quand on écrit une très très longue chronique ou quand on fait un post, je sais pas, 5 livres que j'ai adorés, déjà on peut pas dire
tout ce qu'on a envie de dire par écrit, mais si on fait voilà, un commentaire extrêmement long, la grande majorité des gens ne vont pas le lire. En revanche, sur YouTube, on peut mettre la vidéo pendant qu'on est en train de cuisiner, pendant qu'on est en train de plier le linge, pendant qu'on est en train de, voilà, de nettoyer la maison, etc. On peut écouter ça comme un podcast, et donc potentiellement quand on a des choses un peu plus longues à dire, quand on a des tops à présenter, c'est peut-être mieux de les présenter sur YouTube. Et donc voilà, j'avais envie en fait de me diversifier au niveau des formats, et j'ai hésité très très longtemps, et en fait c'est mes copines de book club et mon mari qui m'ont fortement encouragée, qui m'ont dit vas-y Noémie, lance-toi. Et pareil en fait, un peu comme pour Instagram, je ne voyais pas ce que je pourrais apporter plus que les autres booktubeuses sur la plateforme. Je m'étais dit ouais mais non, mais personne va me suivre, pourquoi est-ce qu'on m'écouterait moi alors qu'il y a déjà les autres qui sont là depuis extrêmement longtemps avec déjà une grosse communauté, enfin voilà, je vais rien apporter de plus. Et puis au final, aussi bien Sophie que Stéphanie que mon mari, ils m'ont dit tu sais, si tu apportes toi, ta personnalité, ta manière d'être, etc. Et voilà, et puis lance-toi, et puis si ça te fait plaisir, si tu kiffes, fonce. Et puis encore une fois, t'es pas là pour les likes, t'es pas là pour les abonnés, t'es juste là pour toi t'amuser et faire du contenu qui te plaît. Et puis, à force d'encouragement en fait de ces 3 personnes, j'ai décidé de me lancer, et depuis 1 an, voilà, je kiffe également ma vie. C'est super chouette, mais là, je ne vais pas trop vous en dire parce qu'on reviendra sur ce que YouTube m'a apporté dans une prochaine question. La prochaine question est: combien de temps te prend une vidéo, montage compris? Alors, ça dépend. Si on prend d'abord les vidéos vlogs, très souvent les vlogs, je fais entre 2 et 3 rushs par semaine, et ces rushs durent en moyenne, ça peut aller de 5 minutes à 1 heure, hein, bien évidemment, mais on va prendre une moyenne de 20-25 minutes environ 3 fois par semaine. Donc voilà, ça me prend déjà 25 plus 25, ça fait 50 plus 25, ça fait 75. La nulle en maths. Donc on va dire voilà 75 minutes plus ou moins pour filmer. Et puis après en fait pour le montage je mets autant voire un petit peu plus de temps, parce qu'en fait mes vlogs je les, d'ailleurs toutes mes vidéos YouTube, je les regarde en entier parce que j'aime bien quand même écouter ce que je dis pour pouvoir corriger si je fais une faute par exemple dans un nom ou dans un mot, ou si j'ai une confusion, voilà, pour vous ajouter donc les sous-titres que je vous place souvent dans le bas de mes vidéos. Donc chaque vidéo, donc il y a le temps de les filmer, puis le même temps pour les monter, et le montage ça dure toujours un peu plus longtemps que la vidéo finale, parce qu'en fait je fais parfois des cuts, donc si j'éternue, si je me mouche, si parfois je bug quand je dis quelque chose, je fais un cut pour que ça ne dure pas 5 secondes. On peut se dire 5 secondes dans une vidéo d'1 heure, ce n'est pas grand chose, mais en fait quand on a un blanc comme ça, ou quand on cherche ses mots pendant même une mini période, en vidéo ça rend pas très bien. Donc parfois je fais des cuts quand moi j'estime que le temps de parler est un petit peu trop long. Puis il faut ajouter également les sous-titres quand il y a besoin, parfois ajouter les couvertures de livres, voilà, également quand il y en a besoin. Et pour mes transitions entre les différents rushs, là aussi c'est des petites vidéos que j'ajoute, que je coupe pour que ce soit bien filmé, que ce soit bien smooth entre les différentes vidéos, d'ajouter le son, de corriger le son, etc. Donc on va dire en moyenne, je mets quand même un peu plus d'1 heure à chaque fois pour faire le montage de mes vidéos, plus le temps de les filmer. Donc voilà, faut toujours prendre le temps de ma vidéo entier, donc x2. Donc pour le filmage, pour le montage. Et pour les vidéos un petit peu plus travaillées où je me pose pour répondre à des questions, faire des tops, etc. Là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Au niveau du tournage, là souvent j'ai 2 heures de tournage, plus ou moins, parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui va préparer ce qu'elle va dire à l'avance. Je suis quelqu'un d'extrêmement spontané, c'est comme ça que je préfère filmer, parce que si j'ai
Si j'ai, comment dire, un texte, ça va me stresser parce qu'il y a des choses peut-être auxquelles je n'aurais pas pensé. Et donc j'aime bien être un petit peu plus spontanée et un petit peu plus libre. Et donc parfois, je bug ou alors je m'embrouille, je bafouille, etc. Et je préfère à ce moment-là tout recommencer parce que je n'aime pas les vidéos qui sont trop cutées, moi personnellement. On voit beaucoup ça sur YouTube, dans les vidéos des youtubeurs très célèbres. Mais moi, ce filmage, ce tournage hyper haché, c'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement et donc je préfère vous donner des vidéos beaucoup plus fluides. Alors il y aura bien évidemment un ou deux petits cuts comme je vous l'ai expliqué avant, mais pas beaucoup, contrairement à d'autres vidéos voilà, comme je l'ai dit, de youtubeurs un petit peu plus célèbres, à la plus grosse communauté. Et donc forcément, quand on parle depuis 5 minutes et puis qu'on remarque que ce qu'on dit c'est nul, ou qu'on bafouille ou ceci cela, il faut recommencer. Et ce que j'aime bien avoir également, c'est de filmer plusieurs fois la même séquence, parce qu'il y a des choses que je vais dire en plus, ou je vais dire les choses différemment. Et donc j'aime bien avoir comme ça plusieurs rushs à ma portée pour vous faire une vidéo in fine intéressante à poster sur les réseaux. Et donc quand je fais une vidéo, voilà, un petit peu plus travaillée, on va dire qu'il y a environ 2 heures de tournage. Et pour le montage, je suis également à 2 heures, je vais dire, pour le montage, pour sélectionner les rushs qui m'intéressent, pour faire également un montage assez fluide, régler également l'audio, ajouter, voilà, comme d'habitude, les sous-titres, les petites vignettes, une photo, etc. Donc voilà, c'est quand même relativement chronophage hein, de faire des vidéos. C'est aussi parce que je suis très... comment on dit, très perfectionniste. J'aime bien que les choses soient bien faites. J'aime bien, voilà. Donc j'ai envie de faire les choses bien. Et donc c'est pour ça que je prends du temps également pour le montage. Et donc voilà. Donc en gros, pour une vidéo vlog, la durée du vlog x2 plus ou moins pour le temps que ça me prend en tout de filmer et de monter. Et pour une vidéo un petit peu plus travaillée comme celle-ci, donc on va dire environ 2 heures de tournage pour environ 1h30, 2 heures de montage. 6e question, et quels sont mes projets pour la suite ? J'ai pas vraiment de projet, hein. J'ai pas de business plan niveau YouTube ni Instagram. J'ai toujours envie de me faire autant kiffer parce que c'est véritablement un plaisir de vous retrouver quotidiennement et pour vous filmer des vidéos et de temps en temps, on va dire une fois par mois, pour vous faire des vidéos un petit peu plus travaillées. Si j'ai des projets, en fait j'ai plein de projets, d'idées de vidéos. La seule chose c'est que je n'ai pas vraiment le temps de les tourner. D'autant plus qu'ici on était en hiver et donc c'est vrai que quand le temps n'est pas excellent dehors et qu'il fait nuit déjà à 3 heures de l'après-midi, c'est assez complicado hein, pour caser des tournages pendant les week-ends, sachant que il y a toujours notre vie hein, qui continue, donc on va voir des amis, on va voir la famille, on a des anniversaires, on a des voyages, etc. Donc voilà. Sinon, j'ai plein de projets en fait de vidéos YouTube. Il y a notamment, j'aimerais bien continuer ma série avant YouTube, 5 livres que... Voilà, ou 5 sagas que, ou 5 BD que. Voilà, continuer un petit peu cette série top, notamment avant YouTube. J'ai également comme projet de vous faire une série art et littérature pour vous parler par exemple des œuvres d'art qui sont sur les couvertures des livres. J'ai déjà 2 vidéos qui sont prêtes dans mon petit carnet là-dessus. J'aimerais bien également reprendre assez régulièrement des points culture dans mes vlogs parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez énormément. J'en ai plus fait depuis assez longtemps parce que j'avais plus matière au niveau de mes marque-pages pour vous faire des points culture et donc du coup là je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir me renouveler. J'ai plusieurs idées que j'ai mis dans mon petit carnet spécial vidéo YouTube. Donc voilà, donc j'ai plein de chouettes projets en fait pour YouTube. Il faut juste que je trouve du temps pour les filmer et que je trouve également principalement du temps. Mais voilà, donc j'ai plein de projets, vraiment plein de projets. Faut juste, voilà, que, comme je l'ai dit, que je trouve le temps de les concrétiser. Mais en tout cas, plein d'idées, plein. Mais si vous saviez, plein d'idées. Alors, la question suivante, c'est dédiée à l'une de mes boissons préférées qui est le matcha. Alors là, j'ai reçu énormément de questions autour du matcha. Matcha, lobby ou folie? Matcha, est-ce une bonne boisson? Vous avez 3 heures. Voilà, j'ai eu plein de questions en fait
autour de matcha, c'est surtout des blagues de la part de personnes sur Instagram, parce que c'est vrai que moi je suis une très grande buveuse de matcha, j'adore ce thé, mais vraiment, mais je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas cette boisson, trouvent que ça a un goût de terre, un goût d'algue, un goût de plante, et ne comprennent pas en fait que des personnes puissent apprécier cette boisson. Donc j'ai élaboré une petite théorie personnelle. Je me dis que ça doit être sans doute comme la coriandre, parce que je sais que la coriandre, il y a un gène qui, alors je sais pas si quand on l'a on n'aime pas la coriandre, enfin bref, il y a un gène qui fait que on aime ou on n'aime pas la coriandre, voilà. Et je suppose que c'est la même chose pour le matcha, parce que honnêtement moi je ne comprends pas comment on peut trouver que le matcha a le goût de terre, a le goût d'algue, ou peu importe. Pour moi le matcha c'est un thé vert qui a le goût de thé vert et qui est excellent. Et donc voilà, donc je ne cesserai de clamer, que ce soit ici ou sur Instagram, mon amour pour le matcha, qui est une boisson non seulement délicieuse, mais qui a également plein de bons effets pour le corps, notamment au niveau de la délivrance, c'est fait très professionnel hein, de faire de la pub du matcha et de ne pas trouver ces mots. Bref, mais au niveau de la libération, voilà, de la théine, ça se fait de manière beaucoup plus diffuse que quand on boit du thé normal, et donc c'est pas plus mal parce que le matcha nous permet d'être éveillé beaucoup plus longtemps que si on prend du café ou du thé. Et en plus de ça, le matcha est vraiment bénéfique pour la santé, mais voilà, je ne m'y connais pas assez pour faire la pub de ce thé, mais en tout cas, une chose est sûre, le matcha, c'est délicieux. Oui, je n'en démordrai pas. J'ai également reçu énormément de questions concernant mon travail. Donc comme vous le savez, je suis historienne de l'art et je travaille dans 2 musées ici au Luxembourg. Et donc on m'a demandé en fait qu'est-ce que je faisais dans ces musées et quel était le lien avec l'histoire de l'art. Donc je suis actuellement documentaliste pour les 2 musées de la ville de Luxembourg et mon travail consiste... En fait, je suis un petit peu le couteau suisse du musée. J'avoue que je fais plein de choses, mais on va dire que mes tâches principales, c'est de gérer toute la documentation liée aux œuvres et également la gestion des droits de reproduction, droits d'auteur et copyright pour les œuvres que l'on a envie, nous, musées, de reproduire, donc des œuvres d'autres musées qu'on demande à reproduire dans le cadre d'une exposition ou dans le cadre d'un catalogue par exemple, et je gère également la même chose dans l'autre sens. Donc quand une institution étrangère a envie de reproduire l'une de nos œuvres dans une exposition ou dans un catalogue, c'est moi qui gère tout cela. Et parallèlement à ce travail, j'aide parfois à la réalisation d'expositions, la réalisation de catalogues, et je gère également la bibliothèque. Mais pour être tout à fait honnête, la bibliothèque, même si j'adore être entourée de livres, c'est pas le travail qui me plaît le plus. Clairement, je préfère faire mes autres tâches. 9e question, est-ce que j'ai une envie lecture pour 2025 que je repousse depuis très longtemps ? Oui. En fait, chaque année, je repousse un petit peu l'envie que j'ai de lire beaucoup plus de classiques ou de sortir de ma zone de confort avec des auteurs ou des genres littéraires spécifiques. Il y a notamment mon envie de lire les Sœurs Brontë depuis des années. Je pense que j'étais encore à l'université au moment où j'ai eu envie de découvrir les écrits des Sœurs Brontë. Et au final, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. J'ai déjà lu un Brontë. J'ai lu Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Alors, je sais qu'énormément de personnes adorent ce livre. Je le sais. Mais moi, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. J'ai subi cette lecture. J'ai détesté les personnages principaux. Bref, ça a été un vrai calvaire de terminer ce bouquin. Et en fait, depuis, j'ai pas forcément envie de renouer avec les écrits des Sœurs Brontë, quoi, parce que du coup, j'ai peur de revivre un petit peu ce calvaire de lecture. Donc voilà, j'ai toujours l'idée de découvrir les Sœurs Brontë, notamment j'aimerais bien lire Jeanne Eyre et j'aimerais bien lire Villette, parce que Villette se passe en partie à Bruxelles, je suis belge, donc... Bien évidemment que j'ai envie de découvrir ce livre, mais voilà, je freine un petit peu des cas de fer et chaque année je me dis, allez Noémie, cette année c'est l'année des Sœurs Brontë, vas-y, fonce. Également au niveau des autres auteurs que j'ai envie de lire depuis longtemps, il y a Haruki Murakami, notamment ses romans que j'ai envie de découvrir. Il y a quoi d'autre? Ouais, c'est principalement des auteurs...
Principalement des auteurs qu'on dit classiques, hein, notamment Zola aussi, que j'ai envie de redécouvrir depuis longtemps, de lui donner une seconde chance après mon traumatisme de lecture de Germinal quand j'étais en secondaire. Donc c'est principalement ouais, des auteurs classiques ou alors des auteurs un petit peu classiques dans la littérature contemporaine, un petit peu des auteurs incontournables que beaucoup de personnes lisent, qui sont un petit peu des classiques de la littérature contemporaine, quoi. Je sais pas comment mieux les spécifier, donc style Haruki Murakami, ou alors, quoi d'autre, j'ai pas d'autres exemples comme ça en tête, parce que c'est principalement, ouais, ces trois envie lecture, donc les sœurs Brontë, Zola et Murakami, donc voilà. Comme j'aime à le dire, stay tuned pour voir si 2025 va être l'année de cette découverte. Peut-être pour Murakami, je vais pas mentir, parce que je suis vraiment très intriguée. En plus, Aude m'a offert pour mon anniversaire Kafka sur le rivage, donc voilà, j'ai envie de sortir ce livre de ma palle parce que c'est un cadeau. Je pense que je vais le sortir. Pour les autres, on verra. Écoutez, vous le verrez dans les vlogs. Hein, voilà, donc stay tuned et allez voir mes vlogs pour découvrir si au final je les lis ou pas. La prochaine question est: quels sont mes accessoires de lecture indispensables? Alors, j'ai pas grand chose comme accessoire. En fait, pour moi, déjà, avoir un livre et un marque-page, je pense que ça suffit comme accessoire indispensable pour ma lecture. Moi, je suis vraiment team marque-page. D'ailleurs, regardez le beau marque-page que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles. Le photographe, c'est Dorota et Bruno Sénéchal. Et franchement, ils avaient un stand avec des cartes postales, des cartes de vœux et des marque-pages de leurs photos. Franchement, je trouve ça trop beau. Donc là, j'ai sorti le petit raton laveur. Mais sinon, voilà, pour moi, on va dire l'indispensable accessoire de lecture, c'est le marque-page. Moi, je suis team marque-page. Je ne corne pas mon livre. Je ne mets pas de ticket de caisse, ou de ticket de métro dans mon bouquin. Non. Pour moi, c'est un marque-page. Il y a un objet qui est fait pour et donc on l'utilise. Et moi, vous le savez, si vous me suivez au fur et à mesure des semaines, si vous suivez mes vlogs, je suis une très grande collectionneuse de marque-pages. Hein. Est-ce que je vais savoir attraper? Oui. Voilà, j'ai tout ça de marque-pages. Voilà, des cadeaux, des marque-pages que j'ai achetés, etc. Et j'adore en fait combiner ma lecture avec un marque-page spécifique. Donc parfois j'essaye de combiner au niveau de la thématique. Donc si c'est par exemple, je ne sais pas, un livre historique qui va parler, je sais pas, des reines de France, je vais essayer de trouver un marque-page avec une reine de France dessus. Si c'est un livre qui se passe à Londres, je vais peut-être sortir un marque-page londonien de ma collection. Voilà, j'essaye toujours de trouver un lien entre ma lecture et mon marque-page, et si je n'arrive pas à le trouver, je me laisse guider par mes envies, donc de sortir un marque-page qui va me rappeler un chouette week-end entre copines, ou un chouette voyage avec mon mari, ou un chouette cadeau, enfin voilà, j'essaye toujours de trouver le marque-page idéal pour ma lecture, et pour moi ça c'est, un livre, un marque-page, pour moi c'est les accessoires indispensables. Après, si on élargit un petit peu plus le spectre, moi je lis beaucoup dans les transports, donc j'embarque mon livre avec moi au travail. Et pareil, je suis très minutieuse avec mes affaires, je prends un soin monstre de mes bouquins et de toutes mes affaires en général. Et donc, un accessoire pour moi indispensable, c'est les housses, les trousses de transport, voilà, les petits étuis, les petites pochettes à livres pour les protéger, pour les mettre dans un tote bag ou dans un sac, pour pas que les pages ne se cornent, pour pas que si jamais on a une bouteille d'eau qui éclate dans notre sac, au moins c'est ça qui prendra beaucoup plus que le bouquin. Voilà, donc j'ai 3 pochettes à livres pour l'instant, un petit format, un grand format et une pochette avec une petite tirette si j'ai besoin de glisser d'autres choses dedans, comme par exemple un autre outil, accessoire de lecture que je trouve indispensable, surtout en hiver, c'est la petite lampe de lecture. Je vous l'ai déjà présenté en vlog, donc ça se présente comme ceci.
On clipse ça à la fin de notre livre. Là, il y a une petite lumière que l'on peut orienter et on peut choisir la luminosité et la couleur de la lumière. Et je trouve que ce petit accessoire, je sais que Sophie notamment se fout énormément de ma tronche par rapport à ce petit accessoire. Mais pour moi, je trouve que par exemple en hiver, quand on prend le bus le matin et le soir et qu'il fait noir dehors et que le chauffeur de bus ne veut pas allumer les lumières dans le bus, moi franchement passer 20 minutes dans le bus sans pouvoir dégainer mon livre et lire, ça me saoule. Voilà, et je ne me vois pas, j'ai déjà été demandé au chauffeur de bus d'allumer les lumières, parfois il le fait, parfois il ne le fait pas parce qu'il y a d'autres personnes qui râlent parce que la lumière fait mal aux yeux, enfin bref. Et pareil, quand on prend l'avion, parfois, s'il fait noir dehors, très souvent l'équipe de bord coupe les lumières et j'ai pas trop envie d'être cette personne chelou qui va allumer la lumière au plafond juste au-dessus d'elle parce que ces lumières-là, très souvent, ça ne fait pas qu'éclairer la personne qui est en dessous, mais ça éblouit les personnes devant, sur le côté et derrière. Et quand les personnes autour de nous ont envie de dormir, c'est clair que c'est désagréable d'avoir cette petite loupiote allumée au plafond. Et donc, c'est un outil, je trouve, indispensable si on veut lire en toute discrétion, sans faire chier le monde autour. Et parfois, je l'utilise même le soir dans le lit, quand mon mari a envie de dormir, et que ma lumière de table de chevet, bien évidemment, elle est beaucoup plus éblouissante que celui-là. Enfin, que cette lumière-là, donc parfois je la dégaine également à domicile. Donc voilà, somme toute, pour mes accessoires de lecture indispensables avec un spectre élargi. Après, si on va encore plus loin, bien évidemment, une tasse de thé et mon petit Yumi. Ouais, c'est aussi deux choses indispensables pour mon petit plaisir lecture quand je suis à la maison cette fois-ci. D'ailleurs, en parlant de thé, je vais prendre une petite chloupe parce que mine de rien, ça papote, mais ça assèche la bouche, hein, quand même, un petit peu. Et pour ceux qui se demanderaient, non, ce n'est pas du matcha, c'est du thé noir, de chez Myrthe. Le thé des littéraires, voilà, écoutez, le thé parfait pour cette vidéo, dites-moi. Alors, la 11e question est un petit peu spéciale, ça n'a absolument rien à voir avec la lecture, mais comme j'ai énormément de questions et de réflexions autour de mes cheveux sur Instagram et également sur YouTube, eh bien, je vais répondre à la question, quels sont tes secrets pour avoir d'aussi beaux cheveux? Voilà, parce qu'apparemment, voilà, mes cheveux suscitent énormément de réactions sur les deux plateformes. Et donc, j'ai décidé de vous livrer mes secrets pour avoir une crinière aussi éclatante et éblouissante que la mienne. Tout simplement, en fait, je fais pas... Je dis toujours que je ne fais pas grand chose, mais quand j'y réfléchis, si, je fais quand même pas mal de choses pour mes cheveux. Alors, on va diviser la question en deux temps. Premier temps, tous les produits que j'utilise. Déjà, je connais mes cheveux, donc le shampoing que j'utilise, je sais que c'est un shampoing qui est hyper adapté pour mes cheveux et mon cuir chevelu. Ça, je pense que c'est un petit peu le b.a.-ba, mais c'est vrai que parfois certaines personnes ne comprennent pas en disant voilà, j'ai des démangeaisons, j'ai des pellicules, j'ai mes cheveux qui sont ceci, cela. Et quand je pose souvent la question, qu'est-ce que tu utilises comme shampoing et est-ce que tu as déjà changé? Souvent on me répond non, parce que j'utilise celui que mon coiffeur m'a conseillé ou celui que j'utilise depuis que je suis petite, etc. Sauf que les cheveux, tout comme le cuir chevelu, avec le temps ça va évoluer, c'est comme notre peau. On peut très bien utiliser un shampoing pendant des années et puis tout d'un coup il ne va plus convenir à notre type de cuir chevelu, notre type de cheveux également. Et donc du coup c'est déjà de trouver un shampoing qui est bien adapté à son cuir chevelu et à sa chevelure. Sinon, moi également après le shampoing, dès que je me fais un shampoing, j'utilise également un après-shampoing. Et l'après-shampoing, je le choisis en fonction de ce dont mes cheveux ont besoin au moment où je l'utilise, ou en tout cas à la période où je vais utiliser mon après-shampoing, donc qui va durer quand même sur un mois, peut-être un mois et demi, ça dépend. Donc je regarde en fait tout simplement mes cheveux, je regarde s'ils sont secs, s'ils sont fourchus, s'ils manquent d'éclat, s'ils manquent de brillance, voilà. Et donc je vais acheter l'après-shampoing qui va en fonction de mes cheveux au moment où je vais les laver. Ensuite, une fois que je sors de la douche, je vais appliquer un spray qui a 10 bienfaits. Entre autres, les 2 bienfaits principaux, c'est d'aider à démêler les cheveux et également de protéger les cheveux de la chaleur, donc du sèche-cheveux et du lisseur, parce que moi je me lisse constamment les cheveux. Sinon, je fais également...
Alors normalement ce serait bien de le faire toutes les semaines, mais moi je le fais une fois toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Je fais également des bains d'huile, donc le dimanche je barbouille mes cheveux d'huile, je laisse reposer quelques heures et puis je vais aller me laver les cheveux. Et en fait c'est un bain, enfin c'est un soin composé de 7 huiles différentes, huile de ricin, huile de... je sais plus quoi, je trouve ça chez Aromazone et donc bah, en faisant comme ça des bains d'huile, ça va les nourrir en profondeur et donc ça va aider à la pousse, à la croissance, à la résistance de vos cheveux. Et quand je vois que tout ce petit tralala n'est pas nécessaire, j'utilise des compléments, on va dire. Un complément, ça va être une huile que je vais mettre juste avant de sécher mes cheveux, qui va encore plus les traiter en profondeur. Là c'est quand j'ai vraiment beaucoup de casse ou que j'ai les cheveux vraiment fragiles. Et l'autre complément que je peux également utiliser, c'est des compléments alimentaires de la marque comme on voit toujours sur YouTube. Oui, mais honnêtement ça fonctionne chez Luxéol. Alors je ne suis pas du tout rémunérée pour vous parler de Luxéol, je ne suis pas encore ce type de youtubeuse qui va faire une vidéo rémunérée par la marque. Non, moi j'ai découvert Luxéol en parapharmacie. Et en fait, c'est des gélules que l'on prend en cure de minimum 3 mois, maximum 6 mois, qui va aider également à la pousse, à la croissance et à la fortification des cheveux, qui vont agir également sur la brillance. Et franchement, quand parfois il y a des hivers un petit peu rudes ou que vous avez fait un petit peu n'importe quoi avec vos cheveux, honnêtement, ces compléments alimentaires, ils vont vachement aider pour avoir des beaux cheveux. Donc écoutez, voilà. Si j'ai qu'un conseil à donner, c'est juste regardez vos cheveux, regardez ce dont ils ont besoin et donnez-leur ce dont ils ont besoin. C'est un peu comme la peau. La peau, si vous l'exposez au soleil, vous allez mettre une crème solaire. Si vous voyez qu'elle manque d'hydratation, vous allez l'hydrater. Si elle est un peu peau avec un peu des imperfections ou des boutons, vous allez lui donner une autre type de crème que la crème que vous utilisez. Enfin bref, voilà, c'est vraiment regardez vos cheveux, écoutez-les et donnez-leur ce dont ils ont besoin. Je voulais encore rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, également, je protège aussi énormément mes cheveux du soleil, du chlore et de l'eau de mer. Donc quand je pars en vacances et je sais que ça va être voilà, farniente autour de la piscine ou farniente sur la plage, je protège bien évidemment mes cheveux. Donc pareil, c'est une huile de soin que je prends chez Aromazone. Et donc je viens imbiber mes cheveux de cette huile pour quand je vais dans la mer, dans la piscine et qu'après je me pose sur mon transat pour bronzer et lire, que mes cheveux ne soient pas dégradés ou en tout cas ne soient pas attaqués par voilà, le soleil et le sel ou les éléments chimiques qui sont dans l'eau quand je vais me baigner. Et sinon, autre outil essentiel, accessoire, non livresque cette fois-ci, mais essentiel pour les beaux cheveux, c'est la brosse. Ça, c'est un conseil que je donne énormément et 100% de mes copines voient la différence si elles appliquent mon conseil. C'est de vous brosser pas sans arrêt, mais de vous brosser régulièrement les cheveux. Donc moi, j'ai toujours une brosse dans mon sac. J'ai également pour la semaine, donc ma brosse ici à la maison et j'ai la même brosse au bureau. Et en fait, quand je sors de la maison avant de partir, je me brosse les cheveux. Une fois que j'arrive au boulot, pareil, j'arrive, premier réflexe, donc j'enlève mon manteau, tout tutti quanti, et puis je me brosse les cheveux. Pareil, après avoir passé mon temps de midi dehors, je rentre au travail, je me brosse les cheveux. Faut pas en fait se brosser les cheveux que le matin ou le soir. C'est essentiel de se brosser un peu plus les cheveux que ça pour éviter les nœuds, pour éviter la casse, pour éviter voilà, les problèmes. Et aussi, moi ce que j'utilise c'est une brosse, bon elle est un peu, il y a des cheveux dedans parce que je viens de me brosser les cheveux, parce que bien évidemment entre deux prises, pour avoir cette crinière soyeuse, je me brosse les cheveux. Et en fait, un petit peu la brosse miracle que j'utilise depuis que j'ai une dizaine d'années, quelque chose comme ça, c'est une brosse avec des petits picots en plastique et des poils de sanglier à l'intérieur. Qui vont en fait apporter de la brillance à vos cheveux. C'est vraiment, franchement pour moi, c'est mon outil indispensable du quotidien, c'est cette brosse avec les poils de sanglier. Parce que quand vous rentrez par exemple de dehors, moi j'ai les cheveux qui sont extrêmement fins, donc il suffit d'un coup de vent pour qu'ils s'en mêlent et qu'ils fassent plein de nœuds. Quand je rentre à la maison, ils sont quand même, à cause, voilà,
de tout ça, ils sont quand même vachement ternes. Il suffit que j'utilise ma brosse et que je commence à les brosser, tout de suite c'est différent quoi. Les poils de sanglier vont apporter une brillance aux cheveux et voilà, franchement c'est... Les résultats et les effets de cette brosse, on le voit tout de suite, on voit tout de suite la différence. Et également, autre petit conseil, tant que j'y suis, hein, ça fait déjà 8 minutes que je blablate sur mes cheveux, mais au moins, maintenant, je pourrais vous envoyer à ce passage de la vidéo quand on me demande conseil pour les cheveux. Également quand on se brosse les cheveux, surtout quand on a des longs cheveux comme les miens, on ne commence pas là et terminer là. En fait, il faut d'abord brosser les cheveux par la pointe et une fois qu'on voit que la brosse glisse sans problème, on remonte petit à petit parce qu'en fait, si on se brosse directement de la racine aux pointes, on risque de resserrer les nœuds et donc si on resserre les nœuds, il y a des risques de casse ou alors on doit couper les cheveux parce qu'on n'arrive plus à les démêler et donc forcément tout ça ce n'est pas bon pour votre jolie crinière. Donc voilà un petit peu pour mes conseils. C'est vachement long hein. Donc c'est vrai que quand je dis que je fais pas grand chose au final, c'est pas vrai parce que je fais quand même pas mal de choses pour entretenir mes cheveux. Mais je dirais s'il y a qu'un conseil à retenir, c'est la brosse en poils de sanglier et de vous brosser régulièrement les cheveux pour, voilà, pour avoir une belle crinière bien soyeuse, bien brillante et pour avoir des cheveux en bonne santé. Voilà, c'était la petite minute influenceuse beauté. Comme quoi, on fait tout hein, quand même sur Booktube. On fait vraiment de tout. On parle de lecture, on parle de beauté, de gommage à lèvres et également d'entretien des cheveux. Voilà, c'est tout. Multicasquette la nono. Multicasquette. Bon, parenthèse, beauté fermée, revenons à des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus intéressantes et parlons de livres et continuons avec la question suivante qui est « Qu'est-ce que YouTube a changé dans ta vie en positif et en négatif ?» Alors en positif, ce que YouTube a changé dans ma vie, c'est principalement le plaisir de vous retrouver en vidéo toutes les semaines, voire parfois pour des vidéos spéciales postées le vendredi ou d'autres jours de la semaine. Ouais, c'est un épanouissement en positif que YouTube m'a apporté. C'est vrai que Instagram, autour de la lecture, ça m'avait déjà apporté énormément de bienfaits, notamment au niveau des rencontres, au niveau des échanges hyper intéressants que je peux avoir, également de pouvoir parler de sa passion à des gens. Franchement, il n'y a rien de plus satisfaisant et de plus bénéfique que de pouvoir parler de sa passion à des personnes qui vous comprennent. Et en fait, YouTube, ça a un petit peu exacerbé tout ça, ça a un petit peu... ouais, ça m'a encore plus épanouie, en fait, dans ce quotidien, enfin, cet à côté travail, dans ce quotidien, voilà, dans mon temps libre. Ça a vraiment apporté énormément de choses bénéfiques. Je prends énormément de plaisir à prendre la caméra. C'est vrai que quand, par exemple, je suis dans le bus ou quand je suis en train de marcher et que je réfléchis à tiens, qu'est-ce que je pourrais apporter, enfin, créer comme nouveau contenu sur YouTube ou qu'est-ce que je pourrais apporter comme nouvelle vidéo, quel nouveau concept je pourrais faire. Je trouve que ça fait un petit peu des brainstorming avec moi-même, c'est hyper challengeant. Je trouve que c'est hyper poussif également, ça me pousse à sortir de ma zone de confort, ça me pousse à faire des choses à côté de mon travail, à côté de mon quotidien. Ça me stimule également énormément YouTube, donc ça m'apporte plein de bienfaits positifs. Également... d'un point de vue positif, ça m'apporte également une certaine régularité parce que quand on est, en tout cas moi ma vision que j'ai d'une personne qui est sur YouTube, c'est qu'il doit avoir une certaine régularité dans les posts. On peut pas se permettre, comme normalement sur Instagram on peut pas se permettre non plus, mais bon c'est un petit peu plus laxiste, on peut pas, enfin moi je ne vois pas en fait venir sur YouTube pour vous donner une vidéo, voilà, une fois le lundi, puis 3 semaines plus rien, puis une fois le vidéo le vendredi, puis 2 semaines plus rien, puis 3 vidéos sur une semaine. Non, je trouve qu'il faut quand même avoir une certaine régularité pour on va pas se mentir, pour pouvoir vous engager l'audience, pardon, les vues, les followers, etc. Donc il y a un côté voilà extrêmement business, mais aussi c'est normal que quand on s'engage sur une plateforme, on se doit quand même d'être régulière. Et donc d'un point de vue positif, comme je sais que j'ai ces obligations entre guillemets de vous poster une vidéo toutes les semaines, ça me donne également de la rigueur et il y a moins de laisser aller de ma part, de se dire non c'est bon, je ferai ça demain ou je ferai ça la semaine prochaine. Voilà, ça me donne aussi un petit peu ce côté que voilà, j'ai un rendez-vous chaque semaine qui doit être honoré et donc Noémie, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, mais tu honoreras tous les lundis ton rendez-vous
hebdomadaire avec ta communauté et tu as une vidéo qui doit sortir tous les lundis, donc tu te débrouilles. Et ça, voilà, je trouve que ça apporte aussi un côté très positif, très challengeant. Je suis vraiment épanouie en fait depuis que j'ai cette chaîne YouTube, donc voilà. C'est ça que ça apporte en positif et en négatif. En vrai, sur YouTube, je trouve que à mon niveau, je n'ai pas beaucoup de négativité. C'est vrai qu'on entend beaucoup sur les réseaux qu'on a des haters, hein. Voilà, des personnes qui viennent peut-être vous harceler ou en tout cas vous envoyer des messages qui sont pas trop cool. Moi, j'ai pas ça sur YouTube. J'en ai sur Instagram, mais j'en ai pas sur YouTube. Je vais dire, allez, si on doit prendre le côté entre guillemets négatif de mon expérience sur YouTube, on va dire que ce sera peut-être le côté chronophage, parce que c'est vrai que de filmer une vidéo, je vous l'ai dit, ça me prend 75 minutes sur la semaine pour les vlogs, et si je filme une vidéo spéciale comme celle-ci, là on est aujourd'hui dimanche, j'ai 2 heures de mon dimanche de perdu entre guillemets parce que je dois filmer cette vidéo. Donc qui dit 2 heures de perdu ou 2 heures de tournage, c'est 2 heures que je n'ai pas pour lire, c'est 2 heures que je n'ai pas pour faire une activité avec mon mari, c'est 2 heures où je dois caser cela dans ma journée, alors que j'aurais peut-être potentiellement envie de rester dans mon lit, de me reposer, de lire, de faire un puzzle, de regarder la télé, de cuisiner, enfin bref. Il y a tellement d'autres choses à faire que de filmer. Et puis après, faut pas oublier que derrière il y a le montage, et comme je vous l'ai dit, moi mes vidéos je les regarde en entier, donc c'est du temps en plus à consacrer. Donc on va dire, ce que YouTube m'apporte en négatif, c'est moins de temps pour lire et peut-être moins de temps pour faire d'autres activités que j'aurais aimé faire sur mon week-end. Mais honnêtement, si on s'arrange bien, on sait tout caser dans sa journée, quoi. Donc il y a pas de... Pour moi, c'est pas un réel point négatif. Franchement, c'est pas... Voilà, je le fais aussi par plaisir. Si un jour je vois que c'est extrêmement contraignant et que ça m'apporte plus de négatifs, ou en tout cas plus de contraintes que de points positifs et d'épanouissement, bien évidemment j'arrêterai, hein. Je ne suis pas un martyr, je ne veux pas être un martyr des réseaux sociaux. Donc voilà, donc je dirais que, allez, à 99% YouTube m'apporte du positif, et le petit négatif, oui, bien évidemment, c'est du temps, mais bon, vous vous doutez bien que voilà, ça prend du temps de filmer et de monter, et je ne suis pas une assez grosse youtubeur pour avoir un monteur professionnel. Je devrais peut-être engager mon mari, en fait, parce qu'il a pas mal de skills niveau informatique. Je devrais peut-être essayer de négocier ça. Ou avec Yumi. Ouais. Non, Yumi, il va me faire des trucs chelous, je le sens. Il est tellement... ce chat que... Non. Je vais essayer de négocier ça avec mon mari. C'est peut-être une bonne solution. Alors, la 13e question, c'est une question qui est revenue énormément quand je vous ai donc fait ma petite story pour cette FAQ. C'est: est-ce que j'ai plus de partenariats depuis que je suis sur YouTube? Ça, c'est vrai que c'est une réflexion que je remarque qu'elle est vachement commune sur Instagram en tout cas, parce que quand je publiais en story que je voulais... je sais pas, il y avait par exemple Kalman Levy ou La Bête Noire qui avaient ouvert un partenariat, donc ils avaient fait un post sur Instagram pour dire: nous avons ouvert les demandes de partenariat, venez postuler dans le formulaire en pièce jointe, enfin bref. Souvent moi je repartage ça en story en disant: voilà, j'ai participé, est-ce que vous aussi? Et je recevais vraiment, je vais dire, si je reçois, on va dire, 50 réponses sur ma story, j'ai au moins une bonne trentaine de personnes qui vont me dire: bien évidemment que tu vas l'avoir ce partenariat parce que tu as YouTube et Instagram, mais bien évidemment que tu vas être prise parce que tu as un compte Instagram et YouTube. Et de nombreuses fois, on m'a fait cette remarque comme quoi... c'était même parfois injuste parce que moi j'avais plus de chance que les autres parce que j'étais présente et sur Instagram et sur YouTube. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Non, pas du tout. J'ai pas plus de partenariats parce que je suis maintenant sur YouTube. Après, on va pas se mentir, hein, si vous regardez mes nombres d'abonnés sur Instagram, je suis à plus de 2500 abonnés, mais je stagne quand même depuis un certain temps. Et ici sur YouTube, je n'ai que, pour l'instant, 500 et des abonnés, quoi. Je suis pas à des 7000, 10 000, 20 000 abonnés, voire des millions comme d'autres personnes. Peut-être pas sur Booktube, hein, des millions, mais voilà, j'ai pas une grande communauté, en tout cas pour l'instant. Donc du coup, forcément, les maisons d'édition ne s'arrachent pas pour m'avoir comme partenaire. Et pareil, même si je postule, c'est pas mes chiffres qui vont donner envie aux maisons d'édition d'avoir un partenariat avec moi. Après...
je vais peut-être que aussi, ce qui donne pas envie d'avoir un partenariat avec moi par rapport aux maisons d'édition, c'est peut-être aussi parce que quand je remplis le formulaire, je ne suis pas convaincante, je ne leur donne pas envie de découvrir ni ma chaîne YouTube, ni mon compte Instagram. Je suis peut-être pas convaincante aussi pour me vendre. C'est peut-être ça. Après, je vais pas mentir, c'est vrai que j'ai eu un partenariat donc avec la maison... les éditions du 81, je vous en ai parlé sur cette chaîne, ils m'avaient envoyé 2 livres. Là, je sais que la maison d'édition m'avait envoyé un mail parce qu'on m'avait découverte sur YouTube. Donc là, on peut dire que YouTube m'a aidé à avoir un partenariat. L'autre partenariat, enfin, m'a aidé à avoir ce partenariat en tout cas. Après, ce partenariat n'a pas été renouvelé. C'est vrai que les 2 livres que la maison d'édition m'ont envoyés, je ne les ai pas particulièrement appréciés. Je n'en ai forcément pas fait la bonne pub entre guillemets, enfin voilà, j'ai pas encensé leur bouquin, donc peut-être qu'ils avaient pas envie de continuer ce partenariat avec moi à cause de cela, je ne sais pas, j'ai pas été demandée et je n'ai pas non plus insisté pour le prolonger parce que ben voilà, j'avais pas trop envie de continuer ce partenariat, ça m'intéressait plus trop les livres qu'il proposait. J'ai un deuxième partenariat ici en 2025 avec la maison d'édition M+. Mais là, honnêtement, je ne crois pas que ce soit le fait d'avoir et YouTube et Instagram qui m'ait donné la chance d'être partenaire avec cette maison d'édition. Quand je regarde le groupe, on est énormément de partenaires. Honnêtement, il y a énormément de partenaires pour cette maison d'édition. Donc je pense clairement que si je n'avais eu que Instagram, ils m'auraient aussi peut-être prise. Après, je ne sais pas. Franchement, moi, je demande... pas pourquoi est-ce qu'on m'a pris, tout comme maintenant je ne demande plus pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas prise non plus. Mais je ne pense pas en tout cas que pour cette collaboration avec la maison d'édition M+, ce soit le fait d'avoir eu YouTube et Instagram qui ait fait qu'ils m'ont choisi comme partenaire. Voilà. Et donc voilà, donc pour répondre somme toute à la question, non, YouTube ne m'aide pas à avoir plus de partenariats, d'être présente sur YouTube et Instagram non plus. Voilà, j'ai des copines qui ont que Instagram et qui ont des partenariats avec des super chouettes maisons d'édition, et moi, ben, voilà, à part la maison d'édition N+, et de faire partie du comité lecture pour la maison d'édition Le Héron d'Argent, je n'ai pas de partenariat. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, parce que j'avais postulé avec Calman Levy et La Bête Noire, qui sont 2 maisons d'édition que j'aime énormément, et j'aurais vraiment kiffé d'avoir un partenariat avec eux. J'avais rempli le formulaire, je m'étais donné à fond, etc. Et au final, ben, je n'ai pas été acceptée comme partenaire. Donc ça prouve bien que c'est pas parce qu'on a YouTube que ça nous ouvre les portes des maisons d'édition et des partenariats. Alors la 14e question que j'ai reçue, c'est est-ce que j'ai des conseils pour des personnes qui veulent se lancer sur YouTube? Alors un petit peu dans la suite de ce que je viens de dire pour la question précédente, c'est si vous avez envie de vous lancer sur YouTube et également sur Instagram, parce que vous avez envie de recevoir des services presse ou des partenariats, et si vous le faites uniquement dans ce but-là, bah c'est pas une bonne idée, hein. Franchement, moi je vous le dis, ne vous lancez pas sur un réseau social uniquement dans l'espoir de recevoir quelque chose. Non, ça se ressent tout de suite, je trouve. Si on fait des vidéos parce qu'on n'en a pas envie et juste dans le but de recevoir des partenariats et des SP, ça va tout de suite se ressentir. Pour moi, en fait... Comme je l'ai dit, YouTube c'est quand même une activité qui est extrêmement chronophage dans le tournage et également dans le montage. Et si on a une personne qui le fait pas dans le but de s'éclater, pas dans le but d'offrir du contenu de qualité, et juste dans le but de dire d'être présent sur la plateforme dans l'objectif de recevoir des SP ou d'avoir des partenariats avec des maisons d'édition, je trouve que ça se ressent. En fait, pour moi, quand je regarde les personnes sur YouTube, que ce soit sur le booktube ou pour du contenu beaucoup plus culturel ou récréatif, ça se sent en fait si les personnes le font dans un but voilà, uniquement pour avoir des placements de produits, etc. ou s'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et donc, si j'ai véritablement un conseil à donner, c'est si vous avez véritablement envie, faites-le. Si vous savez que vous allez le faire avec passion, si vous savez que vous allez le faire avec toutes vos tripes, avec votre envie, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, même si vous lisez qu'un seul livre par semaine, même si vous lisez qu'un seul livre par mois, si ça vous tente, si vous êtes motivé, franchement, foncez. Foncez, et si vous le faites avec le cœur, ça va être bien fait. Même au niveau du montage, on n'est pas tous des monteurs professionnels, mais si on le fait avec le cœur, si on le fait, voilà. Moi, quand j'ai commencé à faire le montage, bon, j'ai la chance, j'ai mon mari qui s'y connaît extrêmement bien en informatique et donc qui a pu me donner quelques petits tips.
Mais s'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, je prends une vidéo YouTube, je regarde voilà, comment faire la chose que j'ai envie de faire, par exemple flouter des personnes ou rajouter une image ou rajouter un son ou rajouter une vidéo alors que je suis en train de parler. Voilà, il suffit juste de regarder des petits tutoriels, de tester, de voir ce qui marche pas. Parfois on perd 20 minutes, 25 minutes. Je me souviens dans l'une de mes vidéos Book Club avec Sophie, j'avais fait un énorme zoom sur sa tête parce qu'on voyait qu'elle se posait une question et j'avais envie de faire comme les montages, voilà, d'avoir la tête de Sophie qui apparaît comme ça en plein écran avec plein de points d'interrogation autour de sa tête. J'ai mis, je pense, une demi-heure à faire ça. Ça prend 3 secondes dans la vidéo, j'ai mis une demi-heure pour monter ces 3 secondes. Mais entre le moment où j'ai cherché, tiens, comment faire ça, comment l'inclure, comment l'inclure de manière fluide dans ma vidéo, comment faire en sorte que la parole qu'il y avait derrière, elle soit toujours là, qu'elle ne soit pas cachée, qu'on entende toujours ce que je suis en train de dire. Enfin bref, pour faire ce petit passage de 3 secondes, j'ai mis une demi-heure. Voilà, donc parce que j'ai envie de faire un montage de qualité, j'ai également envie de faire quelque chose qui est visuellement joli et également à l'audition. Parce que un autre conseil que j'ai à donner, filmer c'est facile. On a tous un téléphone, maintenant les caméras des téléphones, que ce soit avant ou arrière, logiquement, c'est de la bonne qualité. Donc, niveau matériel de filmage, je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité en ce moment. Et donc, c'est pas compliqué de filmer. Ce qui est le plus dur, en fait, c'est le montage. Et moi, si j'ai véritablement un conseil à donner aux personnes qui se lancent, c'est de ne pas négliger la période de montage. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une vidéo où la luminosité n'est pas top. Alors, on peut avoir une luminosité plus jaune ou une luminosité plus blanche. Il y a toujours moyen, bien évidemment, dans le logiciel de montage, d'atténuer les contrastes, de les renforcer au contraire. Donc il y a toujours moyen de faire quelque chose sur la luminosité. Mais par exemple, ne filmez pas dans le noir, quoi. Voilà. Ou si vous filmez dans le noir, essayez après sur le logiciel de montage d'ajouter un petit peu plus de luminosité. Mais moi, ce qui me dérange énormément dans certaines vidéos, c'est le contraste entre les différents sons. Par exemple, on va avoir les personnes qui parlent ici en caméra avec le son qui sera extrêmement bas, et puis tout d'un coup ils vont mettre une petite musique pour faire la transition entre deux plans, et cette musique elle va vous casser les oreilles, et donc sur toute la vidéo vous passez votre temps à augmenter le son pour comprendre ce que la personne dit, baisser le son dès qu'elle met de la musique, augmenter le son pour entendre ce qu'elle dit, baisser le son, et ça moi je trouve ça d'un chiantissime. Et pareil, quand on a des montages un petit peu douteux où la personne commence et puis que bonjour à tous et bienvenue. Non, coupez. Voilà. Moi, je trouve que si j'ai un conseil à donner, c'est véritablement prendre soin du montage. Voilà. Si vous le faites avec votre cœur, déjà, si vous filmez, si vous dégagez des bonnes énergies, si on voit que vous prenez plaisir d'être devant la caméra, ça va déjà faire le taf. Et en plus de ça, soigner le montage, pour moi, c'est un élément extrêmement essentiel sur YouTube. Et donc, comme je l'ai dit, oui, c'est chronophage, mais si vous voulez vous lancer, lancez-vous, on peut faire des erreurs. Au début, les premières vidéos montées, c'est jamais bien fait. Il y a toujours des petits trucs qui ne vont pas. Mais en fait, c'est en pratiquant également qu'on se perfectionne. Et donc, ne pas lâcher prise, ne pas se décourager. Essayez voilà, de toujours donner le meilleur de soi-même, de toujours faire ça avec les meilleures intentions et la motivation qui est présente. Et franchement, si vous avez envie de le faire, faites-le. Ne laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Ne vous écoutez pas vous-même. Je dis ça, mais pendant très longtemps, je n'ai pas sauté le pas ni sur Instagram ni sur YouTube parce que je me disais « Non, je suis nulle, ça va pas marcher, etc. » N'écoutez pas cette petite partie négative de vous. Pareil, si vous avez votre entourage qui vous dit « Non, mais pourquoi tu viendrais sur YouTube? Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Nanani, nana. » Non, n'écoutez pas le négatif si vous avez envie de le faire, si vous êtes motivé, si vous avez véritablement cette passion que vous avez envie de transmettre également, faites-le et vous allez voir, c'est un exercice qui va vraiment vous apporter que du positif. Mais d'un autre côté, voilà, comme je l'ai dit, ayez conscience que c'est très chronophage et il faut quand même essayer de faire quelque chose de visuellement attrayant et de ne pas négliger le montage, même si c'est pas grave si c'est pas parfait dès le premier coup. Franchement, on est tous là pour apprendre et on va pas commencer à râler parce que il y a, comme je l'ai dit, une période de latence au début, ou parce qu'on voit la personne éteindre sa caméra, ou parce que voilà, la lumière n'est pas top dès le début. Non, ça viendra après et on développe tous des skills au niveau montage au fur et à mesure avec la pratique. Donc voilà, mon conseil, foncez, faites-le avec
avec toute votre motivation, votre cœur, et franchement, vous n'allez pouvoir faire que des belles choses comme ça. Prochaine question, et d'ailleurs c'est une question que je trouve extrêmement intéressante, c'est te censures-tu quand tu es sur YouTube? Alors, en un sens, oui et non. Alors, le non, c'est que je ne me censure pas parce que ici, je viens vous donner des avis lecture, des avis sur voilà, les différents livres, BD, manga, enfin bref, sur toutes les lectures que je peux faire. Et je n'ai pas envie de vous mentir. Si j'ai pas aimé un livre, je vous le dis. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la langue de bois, pour vous faire miroiter que toutes mes lectures sont géniales, que j'ai une vie trop bien parce que tous les livres que je choisis sont vraiment trop cool, que je passe un moment hyper chouette dans tout ce que je lis. Non. Honnêtement, un lecteur ou une lectrice qui aime 100% de ses lectures, je n'en ai jamais rencontré. Et donc, je n'ai pas envie ici de vous faire miroiter cela. C'est vrai que c'est toujours plus compliqué de parler d'un livre qu'on n'a pas aimé. Parce que quand on aime bien, on est beaucoup plus enjoué, on a envie d'en parler, on a envie de convaincre les autres qu'il est bien. Et c'est vrai que la critique négative, en plus dans le monde actuel, c'est un petit peu mal vu. Et c'est vrai que c'est plus compliqué de parler d'un livre qu'on n'aime pas parce que justement, et c'est là où oui, je me censure, je ne vais pas parler d'un livre en négatif sur YouTube comme je vais en parler par exemple à mon mari ou à mes copines de book club. Je vais quand même faire un petit peu plus attention à mon vocabulaire. Donc par exemple, un livre, et on a déjà eu sur cette chaîne, que je n'ai pas aimé, quand je regarde la vidéo que j'ai tournée en vous donnant mon avis négatif sur ce livre-là, j'avoue, je rigole un petit peu parce que la version que j'ai donnée à mes copines de book club ou à mon mari, c'était pas du tout la même chose, mais c'était un langage, on va dire, un petit peu plus fleuri, un petit peu plus châtié, avec putain, ce livre, c'est de la grosse merde, je me suis ennuyée, c'était nul, c'est nullissime, c'est de la merde. Sauf que ça, en vrai, j'ai pas trop envie de le dire sur les réseaux. Pas du tout sur Instagram et encore moins sur YouTube, parce qu'on sait jamais, peut-être que l'auteur va regarder notre vidéo. Parce que, puis même, j'ai pas envie d'être méchante gratuitement. Quand je suis avec mes amis et tout, parfois on surjoue un petit peu, on s'amuse, on rigole, on sait très bien que l'autre, voilà, ne le pense pas. Mais sur YouTube, on peut potentiellement blesser et des personnes qui ont aimé ce livre-là, ou l'auteur lui-même, ou même l'éditeur, ou un entourage de l'auteur, enfin bref. Donc forcément que je me censure un petit peu parce que je réfléchis un petit peu plus à la manière dont je vais tourner, formuler mes phrases pour quand même vous donner un avis honnête, parce que je n'ai pas envie de dire que j'ai aimé un livre ou de édulcorer mon avis négatif pour les réseaux, mais je vais quand même réfléchir à la manière dont je vais dire cet avis négatif pour pas que ça soit considéré comme de l'acharnement sur ce livre ou que certains mots soient mal pris. Et notamment, il y a un livre sur cette chaîne que j'ai véritablement détesté, qui a été mon plus gros livre que j'ai détesté lire en 2024. Pardon, excusez-moi, j'ai toussé. Donc je disais oui, il y a un livre que j'ai vraiment détesté en 2024 et je l'ai tourné sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait mon avis. Je vais pas mentir, ce rush-là, je l'ai retourné 2 fois. En fait, je l'avais tourné, je sais plus, on va dire un mardi. Voilà, j'ai tourné le rush au sujet de ce livre-là. Et en fait, je me suis trouvée un peu trop... je trouvais que j'avais pas trop... Comment dire ? Je trouvais qu'en fait, j'étais trop vindicative dans mon avis. Potentiellement, j'aurais pu blesser l'auteur s'il avait regardé la vidéo. Et également, je trouvais que je m'acharnais un peu trop sur ce livre-là. Et donc, j'avais envoyé mes rushs à Sophie pour lui demander son avis. Et pareil, elle m'avait dit, ouais non, clairement, retourne parce que t'en parles déjà beaucoup trop longtemps. Et puis, ouais, peut-être tu devrais reformuler ça d'une autre manière. Et donc, le lendemain, j'ai retourné un nouveau rush pour vous parler de ce livre-là. Et là, je m'étais un petit peu plus préparée, ou en tout cas, j'avais un petit peu plus réfléchi à comment je pouvais parler négativement de ce livre tout en étant respectueux de l'auteur et également pour vous que ce soit un petit peu plus agréable que d'avoir une personne hystérique qui dit « Ce livre c'est de la merde, c'est nul, c'est nul, c'est nul ». Donc voilà, donc en général je ne me censure pas parce que j'ai quand même envie d'être hyper transparente avec vous.
J'ai envie de vous dire ce que j'ai aimé, ce qui m'a saoulé, ce que je n'ai pas aimé, ce qui m'a laissé dubitative, ce qui m'a choqué. Voilà, j'ai envie d'être très transparente à ce point de vue-là. En revanche, je me censure un petit peu dans ma manière de parler. Ou plutôt que de dire ce livre c'était de la merde, franchement je me suis fait chier et je ne comprends pas les gens qui l'aiment, en voilà, ce livre n'était pas du tout fait pour moi, je n'ai pas du tout aimé, ceci ne m'a... Voilà, j'essaye un petit peu d'édulcorer mon langage pour ne pas avoir l'air d'une grosse baraki qui sort de sa zone et qui dit ce livre, la littérature c'est de la merde. Voilà, donc oui et non, je me censure pour YouTube, voilà. Nous sommes arrivés maintenant à la dernière question qui est comment t'organises-tu pour YouTube et Instagram? Eh bien, je ne m'organise pas. Voilà, en fait, j'y vais un petit peu freestyle. Je n'ai pas de journée spécifique pour tourner, je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas de planning dans ma tête, ni pour mes avis lecture Instagram, ni pour mes vidéos YouTube. Alors, on va diviser les deux encore une fois. Je vais d'abord parler de YouTube. Pour YouTube, donc, je sais très bien que je vais devoir vous poster un vlog tous les lundis. Donc, du coup, la seule organisation que je prévois dans mon planning, c'est de vous monter la vidéo pour le lundi. Donc ça, souvent, avant, je le faisais courant de la semaine. Maintenant, très souvent, je le fais en fait le dimanche soir. Ou alors le dimanche soir ou alors le lundi une fois que j'ai clôturé le vlog, parce que souvent mon mari regarde une émission qui ne m'intéresse pas trop et donc pendant que lui regarde son émission, moi je vais sur l'ordinateur pour monter ma vidéo. Généralement donc du coup je fais ça le dimanche fin d'après-midi / soirée. Sinon, pour le reste, en fait, je filme quand j'en ai envie. Donc, quand c'est pour mes vidéos vlog, c'est dès que j'ai quelque chose à dire ou dès que j'ai l'envie de faire quelque chose, hein, enfin, ou de vous dire quelque chose ou de prendre la caméra. Parce que parfois, j'ai plein de choses à dire, mais je rentre à la maison, il est 20h parce que j'ai eu, je sais pas, un truc au travail qui m'a fait rester hyper tard ou parce que j'ai un cours de langue et que donc je rentre à 21h ou voilà. Peu importe ce qui s'est passé, parfois j'ai envie de prendre la caméra et de vous parler. Mais quand on a quitté la maison à 7h30 et qu'on revient qu'il est 21h, parfois j'ai juste envie de me mettre en pyjama, de lire ou d'être avec mon mari ou de faire des câlins à Yumi plutôt que de prendre la caméra et vous blablater pendant une demi-heure parce que je suis une extrême bavarde et que je sais très bien que je vais pas pouvoir parler en 5 minutes. Donc en fait, j'ai pas de planning pour filmer. Je prends la caméra quand j'en ai soit l'occasion, donc quand j'ai quelque chose à vous dire, d'intéressant à vous dire, et ou quand j'en ai envie. Voilà, donc je ne me force pas par exemple à dire voilà, tous les lundis je filme, je fais également un rush tous les jeudis, un rush tous les samedis et je clôture le dimanche. Non, je fais pas ça. Je prends en fait quand je le sens dans la semaine, quand j'ai envie de venir vous parler, quand j'ai la tête à venir vous parler, parce que pareil, parfois je rentre à la maison, j'ai la tête qui est comme ça parce que j'ai eu une migraine dans la journée. Parfois, je me dis, allez, je vais prendre la caméra pour faire une vidéo, je vais faire un petit effort. Et puis, au final, je sais que ça va être plus une contrainte pour moi. Et on va voir à la caméra que j'ai pas envie de parler. Donc, je me dis, non, ça sert à rien. Autant apporter des good vibes, avoir l'air d'être... Enfin, pas avoir l'air, mais être véritablement enjoué de vous retrouver. Et donc, voilà, je ne me force pas. Je prends la caméra quand j'en ai envie. Pour les vlogs en tout cas. Sinon pour les vidéos comme celle-ci par exemple, là je savais que pour le 25 mars il fallait que je publie une vidéo, donc je m'étais dit voilà, ce week-end là je filme la vidéo, donc je prépare tout en amont, je prépare les questions, je prépare pas vraiment le plan parce que comme je l'ai dit, je suis un peu freestyle, donc du coup je n'ai pas vraiment de structure quand je filme mes vidéos YouTube. Mais là par exemple, voilà, j'ai écrit toutes mes questions, je les ai un petit peu regroupées en thématiques pour pas que ce soit trop parti à droite et à gauche, parler une fois là de matcha, puis là de matcha, puis là du thé, puis là de Yumi, enfin bref, pour que ce soit quand même un petit peu structuré et que ça ressemble à quelque chose. Mais sinon, voilà, j'ai pas trop d'organisation. Pareil pour les vidéos book club avec Sophie, en fait on les tourne quand on a envie et quand on arrive à se trouver un créneau commun pour tourner. Et pareil quand je pars en vacances, je sais que je vais avoir des vlogs que je vais préparer pour couvrir ma période de vacances, mais parfois mes vlogs ne sont pas suffisants pour couvrir toute ma période de vacances et quand même vous proposer du contenu tous les lundis. Donc là pareil, je sais par exemple que je vais avoir 2 vidéos à tourner et donc je me casse des tournages dans mes week-ends en me disant voilà, là mon samedi après-midi je le bloque parce qu'il faut absolument que je tourne une vidéo.
Mais sinon, si j'ai pas d'impératif de date de sortie, j'avoue que c'est un petit peu freestyle. C'est quand j'en ai envie, en fait, quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. Parfois j'ai le temps et puis je suis malade. Parfois j'ai le temps, mais au final on a quelque chose d'imprévu qui arrive. Voilà, donc je le fais vraiment quand j'ai le temps et l'envie de le faire. Voilà. Sinon pour Instagram, pareil, j'ai pas d'organisation et d'ailleurs là ça se ressent pour le coup parce que je ne suis pas très régulière au niveau de mes publications d'avis lecture. Logiquement j'en publie un tous les lundis, un peu comme en parallèle de mes vidéos. Voilà, j'essaye de me tenir au moins à une publication par semaine. Si j'arrivais à m'organiser et que j'étais bien dans mon organisation, j'aimerais bien en publier au moins 3 par semaine d'avis lecture, mais j'avoue que là, je ne le fais pas. Pourtant, je suis quand même bien organisée pour tout ce qui est préparation, parce que pareil, pour mes photos, en fait, je me fais des séances photos les week-ends où je me prévois voilà, au moins 1 heure, 2 heures, une après-midi, le samedi ou le dimanche pour faire des photos. Donc je sors 6-7 livres que je prends en photo. Voilà, je fais ma petite mise en scène avec mes petites plantes, mes petits fonds, mes petits trucs en bois, patati patata. Voilà, j'essaye de faire des trucs assez sympas. Également, je réfléchis à la composition de mes photos pour que ce soit très harmonieux dans mon feed. Les chroniques, je les écris principalement sur ma pause de midi au travail. J'aime bien, c'est mon petit rituel. Je mange d'une main et j'écris mes avis lecture d'une autre main. Je les écris sur papier. Voilà, pour mon organisation avis lecture, je ne suis pas... je suis pas très digitale moi comme fille, je suis très à l'ancienne, très papier, bic, stylo, voilà. Donc j'écris d'abord mes avis lecture sur papier, que je recopie ensuite sur mon téléphone, sur Notes, pour ensuite faire copier-coller sur Instagram. Donc pour ça, je suis organisée, mais pas pour la publication. Pour la publication, j'avoue que voilà, je suis pas très organisée, ça faudrait que j'améliore, c'est un de mes objectifs pour 2025, c'est de m'améliorer dans la publication de mes avis lecture. Mais sinon, voilà, j'y vais un petit peu freestyle, j'avoue, un peu pour tout. Quand j'ai pas vraiment d'impératif, où je sais que pour telle date, je dois poster une vidéo et ou poster un avis lecture, je suis un petit peu, voilà, j'ai pas vraiment d'organisation, mais je pense que ça fait partie un petit peu de mon caractère. En tout cas, sur YouTube, cette manière organisée, désorganisée fonctionne très bien. Il faudrait juste que je trouve également ma manière de faire pour Instagram. J'essaie quand même, comme je l'ai dit, de poster au moins 1 fois par semaine. Pour ça, c'est quand même important pour moi. Mais j'aimerais bien poster plus. Et il faudrait que je trouve l'organisation pour poster plus. Peut-être directement que, en fait, quand j'ai terminé une chronique papier, faudrait peut-être que je la recopie directement sur mon téléphone. Parce qu'en fait, très souvent, j'ai envie de poster un avis et puis j'ai oublié ma feuille au boulot. Et donc, du coup, j'arrive ici à la maison, il est 18h, je me dis, ah, il faut que je poste pour 19h. Et puis, je fais, merde, j'ai oublié mon papier au travail. Et comme je sais que ce que j'ai écrit sur papier est drôle, parce que j'ai trouvé des bonnes blagues, ou parce que je trouve que, oh, tiens, j'ai été inspirée, j'ai une belle formulation. Je sais pas, ma tomate mozzarella m'a donné un petit peu d'inspiration de la part de Dante pour écrire des bonnes phrases ou que sais-je, ou de Donato Carisi, hein, voilà, l'huile d'olive m'a apporté le savoir-faire d'écriture de Donato Carisi, et donc comme je sais que au boulot il y a un papier avec quand même une critique qui est qualitative, je vais pas m'amuser à essayer d'écrire un pastis ou un pastéis de nata. Ah, lequel? Ah, j'ai envie de pastis là en ce moment. Mais bon, je vais pas écrire, revenons en littérature, je vais pas écrire un pastiche de ce que j'ai déjà fait au travail. Donc du coup, je me dis, bon bah c'est pas grave, je posterai demain. Puis le lendemain, au final, je vais rechercher mon petit bout de papier. Mais on est invité quelque part et donc du coup, je n'ai pas le temps de le recopier. Enfin bref, il y a toujours des imprévus. Donc pour ça, il faudrait peut-être que je trouve un petit peu mieux la façon de m'organiser. Mais donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, organisé mais pas organisé, en tout cas, je le fais un petit peu en freestyle, mais là où on peut retrouver un fil rouge en fait entre les deux, c'est que je ne fais jamais rien par contrainte. Si j'ai pas envie de publier un avis lecture parce que je trouve que ma photo n'est pas bien, ou que ma chronique ne me satisfait pas, ou tout simplement parce que j'ai pas la tête à écrire une chronique, ou parce que j'ai pas la tête à filmer, ou parce que j'ai pas envie de filmer, ou parce que je n'ai rien à dire, je ne le fais pas. Je m'organise en suivant mes envies et je pense que bah écoutez, ça me réussit pas mal. Je crois. Tiens, moi j'ai encore une dernière question. Si tu devais écrire toi-même un livre, ce serait sur quel sujet? Si je devais écrire un livre, je pense que j'aimerais bien écrire le thriller parfait
Vraiment le thriller qui fait trembler tout le monde, hyper sanglant, hyper addictif, hyper retournement de situation, retournement de cerveau. Forcément, en tant que lectrice de thriller polar, ce serait peut-être voilà, ce serait peut-être le genre vers lequel je me tournerais, pardon. Mais sinon, je pense que j'aimerais bien écrire un livre un peu d'aventure, toujours avec du mystère, des retournements de situation comme ça, mais mélanger roman historique, roman d'aventure et thriller, genre avec des pirates ou avec des personnages voilà, qui sont un petit peu borderline, bizarres, mais voilà, qui emmènent mon lectorat à l'aventure, qui les fait frissonner et qui retourne leur cerveau et qui fait passer bien évidemment un super bon moment lecture. Je pense que c'est ça. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions, monsieur le journaliste? C'est tout pour le C'est moment. tout pour le moment. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo FAQ spéciale pour les 1 an de ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo, j'espère que vous avez aimé les questions qui m'ont été posées et également mes réponses à ces questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions à me poser ou à réagir par rapport à ce que j'ai dit, notamment par rapport à ma vision de YouTube, à ma vision des réseaux sociaux. Également à me dire quel est l'auteur mort et vivant que vous aimeriez bien rencontrer ou quels sont également vos secrets beauté pour avoir des beaux cheveux, une belle crinière ou un beau teint. Voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et moi, en attendant, comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques pour cette 2e année de présence sur YouTube. Allez, ciao. C'est une fin de tournage. Cool. C'était sympa, j'ai bien aimé tourner cette vidéo, c'était vachement cool. Bien, des bonnes questions. Ça m'a un petit peu trituré la tête. Par contre, j'ai soif. Allez. Et maintenant, direction le pilou-pilou pour aller monter cette vidéo. Non, d'abord le vlog. Faut d'abord que j'aille monter le vlog de demain. Voilà. C'était pas fait compliqué. Ça va pas? Non, ça va. Pas besoin de retouche maquillage. Ça bouge. C'est bon? Ah, c'est pas droit en fait derrière. Oh zut, mince. Bon, tant pis. Le cadre, il sera comme ça. C'est pas grave. Ça fera des bloopers, comme j'aime à le dire. Et les copyrights, non, c'est nul. On va refaire.